Les archives municipales de Saint-Laurent du Maroni. Chers amis, être avec vous ce soir est pour moi un honneur. Je remercie ceux qui ont organisé et m'ont proposé de donner cette conférence sur les archives et ce qu'elle nous permet de comprendre de l'Ouest guyanais. Et pour ces remerciements, tout particulièrement, je m'adresse à Johan, qui est au fond de la salle et qui a passé sa journée à préparer cela. Je pense aussi à Félix Tuca, qui n'est pas présent pour les raisons que nous savons, mais sans qui il n'y aurait pas eu cette conférence. Alors, 2 mots de présentation en 2 points. DatArchives, l'entreprise pour laquelle je travaille, a été créée en 2020. Elle compte aujourd'hui une vingtaine de salariés. Elle est constituée sous forme de société coopérative et a pour objet la prestation de services comme gestionnaire de l'information, c'est-à-dire les archives sous forme papier et sous forme de données numériques. Elle intervient en Guyane depuis la saison sèche 2022, cela fait donc plus d'1 an, sur plusieurs missions, ici aux archives municipales de Saint-Laurent-du-Maroni, au centre de la Croix-Rouge à Kourou et à partir de janvier 2024 à Cayenne pour la collectivité territoriale de Guyane. Et depuis le mois de janvier 2023 à Mana, au siège de la communauté de communes de l'Ouest guyanais. Je suis archiviste professionnel depuis 1998 et salarié de DatArchives depuis avril 2021. J'ai d'abord exercé mon métier au Centre des archives diplomatiques de Nantes, dans l'Hexagone, de 1998 à 2005. Le Centre des archives diplomatiques de Nantes est l'un des 2 centres d'archives du ministère des Affaires étrangères. Puis, pour le diocèse de Gap, entre 2005 et 2021. J'ai une formation d'historien modeste. Je suis l'auteur de quelques articles et contributions d'ouvrages locaux, d'histoire locale en particulier, et je retiens de cela un seul article, Images et représentations raciales dans l'administration, la délivrance des passeports à Nantes et à La Rochelle durant la Révolution française, et qui a été publié sous la direction de Pascal Pellerin de l'Université Lyon 2, chez Classique Garnier. La conférence que je vous donne ce soir est la restitution d'une année de travail passée au siège de la communauté de communes de l'Ouest guyanais, ce siège se trouvant à Mana. J'avais pour mission d'établir un récollement des archives, c'est-à-dire la liste du contenu de chaque boîte d'archives. Et ça se présente en particulier ainsi. Alors là, ce sont des classeurs, mais sur chacun des classeurs, vous voyez, il y a un numéro 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, et à chacun des numéros correspond un contenu. C'est ce que l'on appelle donc un récollement. J'avais également pour mission de rédiger des bordereaux de dépôt et d'élimination. Ce travail inclut le siège de la communauté de communes à Mana, ainsi que les 2 sites du port de l'Ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, et du pôle agroalimentaire de l'Ouest guyanais, qui lui se trouve à Mana. Le pôle agroalimentaire étant à la fois un abattoir et un atelier agroalimentaire. Et donc, vous avez donc voilà, vous avez cette photographie qui représente l'un des lieux où se trouvent les archives de la communauté de communes dans l'un des 2 conteneurs maritimes. DatArchives intervient sur 3 aspects à la communauté de communes depuis donc le début de cette année 2023. La protection des données à caractère personnel, puisque ces données se trouvent dans de nombreux documents d'archives, qu'ils soient numériques ou papier. C'est le respect du règlement général sur la protection des données, le RGPD. Les archives, le deuxième point sur lequel DatArchives intervient, ce sont les archives numériques, c'est-à-dire les documents produits sur ordinateur par les agents et les élus dans leurs fonctions, et les archives papier qui représentent 400 mètres linéaires, 4000 articles,
Un article, c'est un classeur ou une boîte, là, on voit la boîte 1182. Donc 4000 articles, dont 10% au port et au pôle agroalimentaire. 130 mètres linéaires sont donc conservés dans 2 conteneurs maritimes, que vous avez là, depuis 2003, et auparavant, les archives étaient conservées à l'ancien siège de la communauté de communes dans le bourg de Mana. Tout le monde voit bien ce dont il s'agit sur la photo. Oui, c'est ça, c'est un batracien. Pas déterminé si c'est des crapauds, grenouilles ou quoi que ce soit, mais c'est un batracien. J'ai passé mon année à chasser des batraciens. Parce qu'ils trouvaient que les conteneurs maritimes, c'était bien. Quand il y a du soleil, c'est chaud, c'est humide, parce que le climat guyanais est plutôt humide, et donc ils logeaient à l'intérieur. Comme tout autour, il y a à Mana quand même la nature, et puis qu'il y a quelques trous dans les conteneurs, c'est pratique, un endroit pour dormir et un endroit pour sortir, manger, enfin voilà, on y a tout ce qu'il faut. Tout cela pour dire que l'archivistique en Amazonie, c'est comme un certain nombre d'autres choses, il faut tenir compte des réalités du terrain. Je montre cette photographie à des archivistes en archives départementales en Hexagone. Elle est sur 10 personnes, j'ai 4 syncopes, 2 crises cardiaques. Non, mais c'est une évidence. Hein, donc il faut savoir ce que nous avons devant nous. Et donc c'est dans le domaine des archives papier que nous allons faire une plongée ce soir en complétant avec des observations que j'ai pu faire dans le cadre de recherche personnelle. On les évoquera peut-être aussi durant les questions. Donc recherche personnelle, notamment aux archives municipales de Saint-Laurent-du-Maroni, puisque Saint-Laurent-du-Maroni est la seule commune de Guyane dans laquelle il y a un service d'archives constitué avec les 4 fonctions: la collecte des archives, la conservation des archives, le classement et la communication des documents. Tania Saint-Aimé, qui est dans la salle et qui est archiviste municipale, vous présentera son service donc, tout à l'heure. Je reviens quand même à la grenouille parce que je ne vous ai pas dit quel était le problème de fond. En quoi c'est gênant une grenouille dans un centre d'archives à votre avis? Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui détériore? La grenouille est humide, oui, tout à fait. Et puis comme elle a établi son lieu de vie là, elle vit, donc elle fait pipi. Et elle fait pas pipi à côté du carton, elle fait pipi dessus. Donc c'est à la fois c'est humide, donc ça crée des moisissures, puis c'est acide. Donc c'est en soi un problème. Alors en termes de bestiaire, il y a des grenouilles, il y a toutes les sortes d'insectes. J'ai vu 2-3 cafards, mais finalement assez peu. Des hannetons, beaucoup. Ça doit vivre en colonie, ces bestioles-là. Et puis quelques lézards aussi. Les archives de l'Ouest guyanais, particulièrement celles de la communauté de communes, permettent d'interroger l'histoire du territoire, qu'est-ce que l'Ouest de la Guyane, de l'aménagement de ce territoire et de ses habitants. Ces archives questionnent également la citoyenneté, nous en parlerons dans quelques minutes, et la mémoire des populations. L'organisation administrative du territoire, depuis 1946 et la départementalisation, est en constante mutation. Le territoire connaît une croissance démographique et économique continue depuis la création de l'intercommunalité au début des années 1990. Le premier texte académique traitant des archives de la Guyane, et donc des archives de l'Ouest guyanais, est très tardif. Il est publié en 1962 dans une publication de l'Association des archivistes français
qui s'appelle La Gazette des Archives, et il est publié par un conservateur en chef du patrimoine, directeur des archives du département du Vaucluse. Alors, pour situer les choses, les archives départementales du Vaucluse sont au cœur du Palais des Papes à Avignon. On n'est pas à Mana et on n'est pas à Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc cet archiviste s'appelle Jacques de Fontréau. Il est né en 1893, il meurt en 1973. Il est donc ici en fin de carrière. Les raisons de son déplacement ne sont pas connues, il n'en parle pas, et ce déplacement étonne en général ses biographes. Son article a pour titre « Les archives de la Guyane française », et il évoque, je parlais de citoyenneté tout à l'heure, il évoque les archives de Linigny, conservées alors à Saint-Laurent-du-Maroni pour les documents produits à partir de 1951. Le territoire de Linigny a été créé en 1930 et officiellement supprimé en 1947 à la faveur de la départementalisation de l'année précédente. Linigny, c'est la séparation d'un immense sud de la Guyane de la bande littorale, avec des conditions administratives qui dérogent aux droits habituels, et notamment sur les questions de citoyenneté. Après 1947 et la suppression du territoire de Linigny, il perdure par la création d'un arrondissement à partir de 1951. Donc il y a, entre 47 et 51, il ne se passe rien, mais en 1951, l'arrondissement de Linigny est créé sur le même espace. Alors, à quoi sert, selon Jacques Dufontréau, le territoire de Linigny? On vous accrochez à votre siège, hein. Il vise notamment à la conservation des populations primitives, entre parenthèses, nègres et indiens. Les archives de 1930 à 1951 sont conservées à Cayenne. L'arrondissement est supprimé en 1969, ce qui permet la municipalisation en plusieurs étapes des communes du sud de l'actuelle communauté de communes, Apatou, Papalchon, Grand-Santi, Maripasoula. Salut. Jacques de Fontréau décrit ainsi les archives de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Là aussi, il faut s'accrocher quand on lit ce genre de choses. Grâce à la salutaire influence de l'administration pénitentiaire, maîtresse à Saint-Laurent-du-Maroni, les archives communales y sont consistantes avec registre depuis 1896. Bon, depuis, les archivistes ont retrouvé d'autres archives antérieures à la commune, pour la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. La commune de Saint-Laurent-du-Maroni était jusqu'en 1949 commune pénitentiaire, donc sous administration totalement spécifique par rapport au droit commun des communes en France. Les archives aujourd'hui sont régies par le Code du patrimoine et son article L211.1 définit les archives comme étant les documents, y compris les données, c'est-à-dire ce qui se trouve sur un ordinateur, produits ou reçus par une organisation, entreprise ou administration. Les articles L211.4 et L211.5 distinguent les archives privées, celles des familles, des entreprises, des églises par exemple, des archives publiques. Et c'est donc dans cette dernière catégorie que se trouvent les archives de la communauté des communes où je suis intervenu et où se trouvent les archives de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, comme de toutes les communes en général. Ces archives publiques recouvrent également les archives des parlementaires qui ont une obligation de déposer leurs archives et également les archives des structures qui bénéficient d'une délégation de services publics. Le travail de l'archiviste consiste à partir d'outils nommés tableaux de gestion, référentiels, chartes d'archivage, cadres et plans de classement, à déterminer les documents qui doivent être conservés, la durée de cette conservation, soit à temps limité, soit définitivement, et déterminer également ceux qui, n'ayant plus d'utilité administrative, peuvent être détruits.
Le tri n'est donc pas une opération arbitraire, mais au contraire, elle répond à des règles, et ces règles se trouvent dans cet ouvrage, l'abrégé d'archivistique, c'est la dernière édition, ce n'est à mon avis pas la meilleure, mon grand âge faisant que j'ai eu la chance de lire les 4 éditions. La destruction des archives publiques répond elle-même à une procédure. Un bordereau d'élimination est dressé qui recense les documents. En fait, c'est au moment du récolement, on détermine ce que sont les documents à éliminer ou à conserver. Ce bordereau permet de garder une trace des documents éliminés. Et où est passé le facturier de 1998 ? Je savais qu'il était rangé dans mon bureau. Alors, regarde s'il n'est pas sur le bordereau d'élimination. Ah, bah oui, c'est normal, un facturier 1998, on est sur 30 ans, c'est éliminé. Le bordereau d'élimination est signé pour la communauté de communes par la présidente de la collectivité, Madame Sophie Charles, ou bien par la directrice générale des services. Ce sont ces personnes qui sont légalement en charge des archives et qui sont donc responsables de leur tenue. C'est une obligation légale, la tenue des archives dans une administration. Le directeur des archives territoriales, par délégation du représentant de l'État, c'est-à-dire le préfet dans un département, autorise ces éliminations. Elles ont lieu selon des normes qui protègent les données qui se trouvent dans les documents par des sociétés agréées, par le service interministériel des archives de France, le SIAF, et il y a en Guyane 3 entreprises qui sont agréées. Ce ne sont donc pas des papiers gaspillés qu'il faut détruire, mais des documents qui ont une utilité administrative ou qui ont eu une utilité administrative pour suivre un budget, par exemple, ou pour permettre les contrôles financiers. Une fois les fournisseurs payés, les délais passés, il est possible de détruire ces documents. Mais non, on ne sait jamais qui est on ne brûle pas les archives au fond d'un terrain municipal, d'un terrain communautaire, quand les bureaux sont saturés. La collectivité, les communes, traitent leurs archives selon des normes. Un premier bordereau d'élimination a été signé le 6 décembre 2023. Les documents ont été enlevés par une entreprise de la place pour 367 articles, à renvoyer aux 4000 dont j'ai parlé tout à l'heure, et 48 mètres linéaires, ce qui représente approximativement 5 mètres cubes de papier. Mais est-ce la première intervention d'archivistes aux archives, dans les archives de la communauté de communes? Eh bien non. Une société, Archive Management, était intervenue à la communauté de communes en 2003 pour une opération qui consistait aussi à déplacer au siège actuel les archives qui se trouvaient dans les anciens locaux dans le bourg de Mana. Parce que dans l'histoire de l'intercommunalité, il y a que les premiers locaux de l'intercommunalité se trouvaient dans le bourg de Mana. Et ils n'ont été déplacés qu'ensuite. Alors, nous reviendrons sur cette idée, mais dans le bourg de Mana, ils étaient évidemment au centre de la première intercommunalité. Alors, comme tout est dans tout, l'intervention d'une entreprise d'archivage dans une administration laisse des traces dans des dossiers, puisqu'il y a un devis, il y a un bon de commande, il y a une facture, il y a un paiement. Il y a aussi une description de ce qui va être fait. Et donc, pour cette intervention de 2003 d'Archive Management, on a 4 boîtes, dont l'une contient donc un tableau de gestion des archives de la communauté de communes, et également un devis. Donc, ce devis est éliminable depuis 10 bonnes années. Ce sont donc 4 boîtes, 40 cm linéaires qui sont conservées sur cette question. 40 cm linéaires pour que nous soyons tous d'accord sur ce qu'est un centimètre linéaire. Je vais essayer de parler suffisamment fort sans provoquer de l'arsène. Vous avez donc ici une boîte d'archives qui doit représenter 12 cm. Là, vous avez d'autres 12 cm, donc ça fait 24 cm, 36, 48.
je vais reprendre mon explication. Vous voyez la tranche de la boîte d'archives, elle représente 12 cm. Donc ce sont 12 cm linéaires, et donc vous avez sur les 4 boîtes là que l'on aperçoit, les 4 premières boîtes qu'on aperçoit, donc 4 fois 12, 48 cm linéaires. C'est comme cela que l'on mesure la place nécessaire ou la place occupée dans un local d'archives. Les archives papier de la communauté de communes commencent en 1992, puisque c'est cette année-là que débute formellement l'aventure de l'intercommunalité dans l'Ouest guyanais. La première structure est un syndicat intercommunal à vocation unique, le SIVU. SIVU qui a été établi entre Irakubo, Mana et Awala Yalimapo. Awala Yalimapo étant à cette époque une commune qui a 3 ans, puisqu'elle est créée au 31 décembre 1988. Cette première intercommunalité est donc littorale sur un axe est-ouest, Irakubo, Mana, Awala. Avec 3 routes principales, la route nationale 1, puis les départementales 8 et 22, et, cerise sur le gâteau, le pont de Mana qui existe depuis 1990. Sans pont, pas d'intercommunalité, enfin, pour passer d'un endroit à un autre. Les archives du SIVU, ce sont 6 boîtes et 60 cm linéaires qui vont faire l'objet d'un bordereau de dépôt aux archives territoriales, qui concerne de la formation des agents, la future création de la communauté de communes, les statuts de ce même SIVU, des dossiers de ressources humaines, puisqu'il a fallu évidemment embaucher des salariés, un dossier sur les édifices menaçant ruine sur le territoire du syndicat, et c'est donc là une réflexion sur le tourisme local, les factures et le patrimoine, des factures et des bordereaux que nous éliminerons avec joie, qui date de 1993-94, et un album contenant des photographies de l'époque du SIVU et des premiers mois de la communauté de communes de l'Ouest guyanais, où un certain nombre d'agents apparaissent avec 30 ans de moins, évidemment, et quelques responsables politiques également. Et puis un autre dossier sur les formations financées et organisées par ce syndicat intercommunal, puis le budget primitif et le compte administratif, les comptes administratifs qui vont jusqu'en 1996. Aujourd'hui, la communauté de communes de l'Ouest guyanais compte 8 communes. Tout le monde les connaît par cœur. Allons-y. Alors, Awala, Mana, Saint-Laurent, Papatou, Papaïchtan, Grand Sentier, Marifasoula et Saül. Saül, qui est la seule commune qui n'a pas accès au fleuve Maroni. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des communes du fleuve, et que dans notre idée, c'est les communes qui sont au sud, c'est assez inexact. Mana a accès au fleuve. Awala a accès au fleuve, c'est même l'embouchure. Saint-Laurent-du-Maroni a accès au fleuve. La communauté de communes recouvre 40 000 km², soit la moitié du territoire guyanais, et officiellement 100 000 habitants, j'ai vu 97 000 habitants en 2019, enfin voilà, on est dans ces chiffres-là, chiffres qui sont d'ailleurs généralement contestés par les responsables politiques. La communauté de communes a compté jusqu'à 11 communes, donc il en manque 3 ou 8 que vous avez cités. Allez, quelqu'un d'autre? Irakubo, bien sûr. Pardon? Saint-Élie et Sinamari. C'est cela. Donc, 11 communes, ça fait la moitié des communes guyanaises. De l'axe est-ouest évoqué tout à l'heure, Irakubo, Mana, Awala, on passe à un axe sud-nord, dans le sens du Maroni, avec la voie de circulation naturelle qui est le fleuve,
qui est longé par un certain nombre de tronçons routiers assez courts, par exemple entre Apatou et Saint-Laurent-du-Maroni. Les réalisations communautaires sont le fruit d'un volontarisme collectif autant qu'individuel. Alors cette phrase me vient de l'un des agents de la communauté de communes avec lequel j'ai discuté de ce que l'on peut trouver dans les archives. Alors pour ce dernier cas, on va parler du projet sucrier qui date évidemment de l'époque où la commune de Sinnamary était membre de la communauté de communes. Alors, l'archiviste n'est pas ingénieur agronome, il n'est pas économiste, il n'est pas aménageur du territoire, il ne sait pas construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Il ne sait pas comment fonctionne une centrale électrique. Mais de tout cela, il a connaissance parce que les dossiers en parlent. Sur le projet sucrier, qui couvre la période 1995-2002, 3 ministres de l'Agriculture ont eu à travailler sur le sujet. Édouard Vasseur, je vous demande pas de les citer parce que j'étais incapable, moi, enfin, pourtant je m'intéresse beaucoup à la politique, mais je ne me souvenais même plus de l'existence d'Édouard Vasseur. Donc Édouard Vasseur, pour le gouvernement dirigé par Alain Juppé, lui le pain sec, et Jean Glavany, donc le pain sec entre 97 et 98, Jean Glavany entre 1997 et 2002, sous le gouvernement de Lionel Jospin. Le ministre a imposé l'arrêt du projet en raison de l'impact sur l'environnement. Mais la question des quotas sucriers et le maintien de l'économie betteravière dans le nord de l'Hexagone, dans un contexte de très forte production à ce moment-là, ont probablement joué aussi, si j'en crois les personnes avec lesquelles j'ai parlé de cette question. Ce sont 8 boîtes d'archives qui permettent de mesurer l'espoir que ce projet agro-industriel a pu susciter. Les documents s'étendent donc sur la période de 1995 à 2001, et le projet porte le nom de Compagnie sucrière de l'Ouest guyanais, de Compagnie sucrière guyanaise, et les boîtes contiennent, alors c'est très classique, des rapports, des études exploratoires, des notes, si j'osais, j'irais jusqu'à dire des lamentations d'élus qui trouvent que ça n'avance pas assez vite. Et puis, une boîte est composée donc de la correspondance du projet, tant à l'arrivée qu'au départ de ce projet. Le territoire de l'Ouest guyanais est maillé par des centres multiservices qui longe le Maroni jusqu'à Maripasoula, peut s'arrêter à Papaicheton, à Grand-Santi et avoir accès à un commerce, à des commerces dans lesquels on trouve l'essentiel, le nécessaire pour la vie courante. Alors, on va faire un peu le tour de ces communes. À Maripasoula, pour la construction et le fonctionnement du centre multiservice, il y a 5 boîtes, dont le contenu va du plan de masse des lieux en 2003 aux candidatures pour l'exploitation, puisqu'il faut bien, si on veut que cela fonctionne, avoir des candidats commerçants qui soient candidats donc pour faire du commerce. Le terrain, entre-temps, a dû être acquis par la communauté de communes. Un permis de construire a dû être déposé puis délivré. Les marchés ont dû être passés pour la construction, donc entre 2001 et 2005. Les dossiers contiennent aussi les comptes rendus de chantier. Les comptes rendus de chantier sont conservés dans les archives entre 2004 et 2005. Les contrôles par les organismes agréés, ben oui, on ouvre un bâtiment qui reçoit du public. Donc il y a l'APAV, la Socotec, le plan de financement bien sûr et la comptabilité du projet. L'entretien des locaux, les raccordements dans les années qui suivent sont également présents dans les archives. Alors pour les centres multiservices de Papaicheton, entre 2003 et 2009, ceux de Grand-Santi, on a des dossiers qui sont tout à fait semblables. Pour celui d'Awala Yalimapo,
donc là, les dossiers couvrent une période beaucoup plus longue parce qu'il y a une attention qui est particulière à l'aménagement touristique. Lorsqu'on va au CMS, au centre multiservice, voilà, il y a les mapeaux, on voit bien. Donc, pourquoi il y a eu une attention particulière. Une boîte complète est consacrée à des études sur ce projet en 2009-2010. Ces centres multiservices font également l'objet de dossiers communs pour le financement. Et parce que la construction par la communauté de communes, c'est aussi la mise en place de plans de financement pour des subventions qui ne sont pas, qui viennent de sources différentes. Et donc, une boîte dont les documents datent de 2007 est consacrée à la dotation globale d'équipement pour les centres d'Awala, de Maripasoula et le centre pluridisciplinaire de l'Ouest Guyane. Un Maripasoula qui est une immense commune, c'est la plus grande de France. La situation est évidemment toute particulière. 2 boîtes traitent du dispensaire d'Antekumpata en 1999, ainsi que des classes et le logement des enseignants en 1996-2001. L'une des collègues à la communauté de communes nous dit « Moi, je construis des écoles. » Elle est fière, hein, c'est normal. Nous reparlerons des opérations pour l'enseignement tout à l'heure. Le développement touristique rural pour l'ensemble des communes, ou bien pour une en particulier, fait l'objet de nombreuses études depuis les débuts de l'intercommunalité. Alors, lorsqu'on arrive de Cayenne par la route nationale 1, on a tous en tête ce panneau « La route de l'art ». Voilà, c'est ce type de projet de route à thème que l'on peut retrouver également dans les archives. Donc, ce sont des études qui s'intéressent à quels thèmes peuvent être évoqués dans ces routes. Donc, par exemple, la route de l'art. C'est aussi le cas pour un schéma d'aménagement touristique de Mana pour la période 1992-2002, dossier donc antérieur à la communauté de communes et donc contemporaine du CIVI. 4 boîtes s'interrogent sur une stratégie de développement et d'aménagement de la ville de Mana pour le tourisme, de la basse Mana, donc sur le cours d'eau entre 2000 et 2006. Une partie de la réflexion est menée par un cabinet de conseil à Nanterre. Il y a dans cette réflexion un itinéraire culturel dans la ville de Mana. Il s'agit simplement de la visite guidée que l'Office de tourisme, le bureau d'information touristique développe actuellement, que développe l'équipe donc de Nancy Martin qui dirige l'Office de tourisme de l'Ouest guyanais. Il y a bien entendu la question des circuits pédestres, mais nous sommes tous d'accord que la vision du circuit pédestre amazonien et celle de Nanterre diffèrent sensiblement. Alors, en termes de croissance de la végétation, sur un sentier pédestre hexagonal, la végétation pousse beaucoup moins vite et le rythme d'entretien ne peut pas être le même. La pluviométrie qui abîme les chemins est également différente. Quand vous avez une journée à 120 mm sur Mana ou sur Saint-Laurent-du-Maroni, forcément les chemins en terre sont en plus mauvais état que lorsqu'il y a 40 mm, et 40 mm c'est beaucoup dans une forêt hexagonale. Il faut enfin soulever un dernier point. En Guyane, les communes sont immenses. Pour aller du bourg de Mana à l'Organabo, il y a 60 très longs kilomètres. Pour aller du bourg des Brousilles en Vendée jusqu'à la forêt de Grala, il y a 4 kilomètres. Le temps de trajet des agents municipaux pour effectuer le même travail est évidemment totalement différent. L'idée du développement du tourisme fluvial est également développée en 2011 dans les dossiers que j'ai consultés, 2011-2012. Alors, sans être exhaustif dans ce dossier, rappelons que ce travail, donc sur le dossier du tourisme, ce travail est porté par des instances, la communauté de communes dans
chez les élus ont une commission tourisme dont les réunions produisent des archives, bien entendu, et il y a évidemment des réunions entre plusieurs commissions. Je pense donc à cette commission de tourisme et par exemple celle du développement économique. Cela montre bien comment le tourisme est posé comme acteur du développement du territoire. La directrice générale des services de la communauté de communes me disait que celle-ci n'a pas attendu l'action de l'État, mais a décidé d'agir pour que les habitants des communes enclavées puissent sortir de la précarité électrique. Normalement, là, on est dans l'action de l'État, de EDF, dans l'ouest guyanais. La communauté de communes s'est prise par la main et a avancé les dossiers. Je vais commencer par le plus récent. Les marchés de construction des centrales hybrides gazole et solaire sur le Haut-Maroni, entre 2014 et 2015, se trouvent dans plusieurs boîtes. J'en ai regardé 3. Dans l'échantillon que j'ai utilisé, les boîtes concernent les travaux de renforcement de la centrale de Maripasoula, une boîte pour le renforcement de la centrale de Grand Santi, et pour la centrale de Papacheton, ce sont 2 boîtes sur les dossiers techniques. Et une dernière boîte est consacrée à l'inauguration du centre multiservice et de la centrale électrique de Papacheton, protocole, déroulement de la cérémonie et transport. Ce dernier carton a été produit par le secrétariat général de la communauté de communes. Des archives concernent la centrale de production électrique à Providence, commune d'Apatou, en 2012-2015, ainsi que le renforcement de la centrale électrique de Saül. On voit donc bien qu'il y a une insistance sur les communes qui se trouvent au sud de la communauté de communes. Un carton donne des éléments techniques sur l'équipement électrique de l'aérogare de Grand Santi en 2007. Et oui, parce que pour faire atterrir des avions, il faut aussi avoir l'électricité. On est donc là à la fois dans l'équipement local, mais également dans la question des transports qui est si importante pour ces communes et qui touche donc au mode de déplacement pour la commune de Grand Santi, qui se trouve donc sur le Haut-Maroni, mais également pour les communes voisines de Papacheton et de Maripasoula, où se trouve également un aérodrome. La comptabilité, puisque ce sont des équipements qui ont un coût, il y a donc des subventions, il y a donc évidemment des fournisseurs à payer, et donc tout ceci passe dans le flux du service comptable de la communauté de communes, et donc la comptabilité conserve les documents pour l'extension électrique à Papalobi, donc commune de Maripasoula en 2008 par exemple, ou l'extension de la haute tension à Papacheton également en 2008, et également pour le village de Prospérité et la ville même de Saint-Laurent-du-Maroni entre 2007 et 2013. J'évoquais tout à l'heure pour Antekumpata une école et le logement des enseignants. La question des centres de formation est évoquée à plusieurs reprises, et notamment par le biais de la création de la maison familiale rurale de Mana, qui est la première maison familiale rurale de Guyane. Et donc, dans l'une des boîtes, une note dit l'opportunité d'un tel centre de formation. Est mise en avant une situation sociale et économique fragile. Nous sommes en 2000. Cette situation sociale et économique fragile est caractérisée par une croissance démographique avec 2 chiffres, 9 233 habitants dans l'Ouest en 1982, 37 520 en 1999. À ce propos de la démographie, je vous renvoie à l'étude de l'INED parue ce 12 décembre 2023. Cette démographie est composée de nombreuses communautés, je cite le document, une population multiethnique.
Ce système économique fragile repose sur 3 pôles selon cette note: une économie officielle soutenue, une économie traditionnelle ignorée et une économie informelle en croissance. L'agriculture familiale itinérante ou fixée est dominante dans ce système, dit ce document. Les archives de l'établissement de la maison familiale rurale de Mana sont réparties dans 9 boîtes, soit 90 cm linéaires, et sur 2 périodes, 2000-2004 d'abord, donc la période de la création, et 2018-2019. Il s'agit de conventions de paiement, de la programmation des travaux, de conventions d'occupation des locaux. C'est-à-dire que lorsque la communauté de communes construit des bâtiments, et qu'elle en reste propriétaire, eh bien, il faut bien que celui qui rentre dans le local le soit à un titre officiel. Les demandes de solde de subvention, les versements de solde de subvention pour la période la plus récente se trouvent également dans ces archives. Alors, je vais évoquer 2 points pour finir. La liaison routière Saint-Laurent-du-Maroni à Patou. Voilà, ça c'est une étude, un dossier de concertation préalable interadministrative avec les collectivités locales pour la liaison routière entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou. Vous avez tous pratiqué cette route de 60 km, peut-être un petit peu plus. En fait, il y avait 2 itinéraires possibles, et notamment avec la reprise de la route Paul-Isnard. Peut-être un certain nombre d'entre vous se sont interrogés sur d'ailleurs le nom de cette route Paul-Isnard. Tout le monde sait qui est Paul-Isnard? Non, alors c'est un administrateur colonial en Algérie. On a donné son nom à une route en Guyane. Et puis, ça c'est pour une transition habile. Ce document vient des archives communales de Saint-Laurent-du-Maroni à la case 3, le service que dirige Tania. Il s'agit d'une quittance d'électricité, car les quittances d'électricité sont des archives. C'est donc ce que M. Vézian paye, 150 francs pour l'éclairage du mois de mars 1949. Alors on connaît M. Vézian, c'est un ancien détenu du bagne, anarchiste, qui a travaillé ensuite à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, où il a manifestement rédigé quelques textes officiels. Il y a un historien qui travaille dessus, c'est cet historien qui m'a mis sur la piste d'Eliassine Vézian, c'est Jean-Marc Delpech qui est déjà venu ici. Alors, ces quittances d'électricité sont intéressantes parce qu'elles permettent de voir d'abord la société saint-laurentaise s'établir ici, beaucoup d'anciens bagnards qui, libérés mais assignés à résidence, vivent et ont une ampoule chez eux tout simplement. Puis il y a ceux qui, parce qu'ils le peuvent, établissent des entreprises. C'est le cas de Gabriel Bourgeois, qui est né à Saint-Dizier, a été condamné pour tentative de vol et de meurtre et, dans les années 1920, et à sa sortie du bagne, il a quand même été condamné à 7 ans, il était évidemment assigné à résidence, mais il s'est marié, il a eu des enfants, il a créé une menuiserie. Son père était menuisier et toute la famille qui apparaît sur son acte de naissance, ce sont des métiers de transformation du bois. Il avait ici à Saint-Laurent-du-Maroni, au début des années 1940, un atelier avec 7 salariés. C'est l'une des plus grosses entreprises de Saint-Laurent à l'époque. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va peindre l'église de Mana. C'est-à-dire que lorsque sur les prospectus, jusqu'à très récemment, on lit
que la peinture de l'église de Mana, la représentation du Christ dans la nef, est due à un bagnard nommé Bourgeois, on ne dit pas totalement quelque chose d'exact. Il n'est plus bagnard, il est chef d'entreprise, et oui, il est bien nommé Bourgeois, mais il a un prénom, il s'appelle Gabriel. Alors, il existerait 1000 autres sujets à traiter, par exemple le passage de la pirogue à la route pour joindre Mana à Awala, ce que l'on peut trouver dans les archives de la paroisse de Mana. On pourrait également trouver des choses, du coup, dans les archives municipales de Saint-Laurent autour des aménagements pour les personnes après la léproserie à la Carouanie dans les années 1970, et puis à la communauté de communes pour les personnes qui habitent maintenant à Charvin et qui se sont installées en raison des déplacements de population dus à la guerre au Suriname, donc entre 1986 et 1992. Ce que je veux dire en terminant, c'est que dans les archives, en fait, c'est la vie des personnes qui se trouvent. Ce ne sont pas que des papiers qui parlent d'administration. Au bout de l'ampoule électrique de la centrale à Maripasoula, il y a quelqu'un qui appuie sur un interrupteur pour avoir l'électricité. Alors, normalement, le programme prévoit que Tania Saint-Aimé présente son service, et puis après, je vous propose un temps d'échange pendant quelques minutes, et puis nous aurons ensuite le cocktail offert par la CCOG. Merci. Alors, il est là, ton truc. Tu veux que je fasse l'opérateur ou c'est bon? Non, non, c'est bon, merci. Bonsoir à tous. Merci Luc André pour ta manière de nous présenter les archives. C'est un sujet qui, malheureusement, n'est pas très apprécié, je pense, je ne sais pas. Pourtant, il y a tellement de choses à dire. En ce qui nous concerne, donc, je voulais remercier Datarchive, puisque Datarchive, l'an dernier, en 2022, ils nous ont donné des formations pratico-pratiques sur le fait de connaître les archives, comment on utilise les archives, pourquoi on archive et surtout, ça sert à quoi. Donc, pour les archives de Saint-Laurent-du-Maroni, nous sommes en case 3 pour les archives historiques et la case 3 fut l'ancienne bibliothèque durant le bagne. Nous entreposons donc toutes les archives définitives. Nous allons retenir 4 missions. Collecter, classer, conserver et communiquer. Ce qu'il est en train de faire, c'est la communication autour du travail que lui a demandé la CCOG, c'est communiquer autour des archives. Collecter pour nous, nous avons des campagnes depuis 2020, archives et objets en partage. Les archives nous intéressent, nous avons besoin de ce patrimoine écrit pour que nous puissions justement faire en sorte que vous autres, vous puissiez avoir le maximum d'informations sur les archives de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, nous avons des objets, des cartes, des photographies d'époque, toutes sortes de documents. Ça peut intéresser le service des archives. Donc, le service des archives et collections est à la disposition du public pour les dons patrimoine écrit et objets, ce que je viens de vous dire, que vous donnerez à la ville de Saint-Laurent. Nous remercions, et je vois que le Père Dominique, il est parti. Il nous a donné, Père Dominique, des détectives d'antan qui nous parlent du bagne, qui nous parlent
des bagnards et surtout un article de Jean Galmo qui relate les faits du bagne dans le temps du bagne dans ce magazine détective. Pas d'archives, pas d'histoire. Collecter, c'est également aller dans les services de la ville de Saint-Laurent, aller dans les services, voir nos collègues pour que nous puissions les aider à classer leurs archives pour faire leur versement. Donc nous collectons les archives de nos collègues pour que nous puissions les traiter. Donc ici, par exemple, ce sont les agents du service des archives qui ont été portés main forte au service urbanisme. Classer quoi? Ben, au niveau de la case 3, les archives historiques, eh bien les archives, ce sont tous les documents qui ont été identifiés, classés par série codée pour que nous puissions, comme il l'a si bien fait et si bien dit, que nous puissions communiquer auprès de vous. Classer également, c'est le sort des archives qui se fera par le tableau de gestion. Il vous a bien expliqué qu'est-ce que c'est que le tableau de gestion. Le tableau de gestion doit nous donner la date, la durée d'utilité administrative. Par exemple, je prends le cas de la fiche de paye, durée d'utilité administrative, eh bien, on doit le garder tout le temps, jusqu'à ce que nous puissions être à la retraite. En revanche, la facture d'EDF de 1940 de mamie, eh bien, on va mettre à la poubelle. C'est un exemple par rapport à notre tableau de gestion et par rapport à la durée d'utilité administrative. Comme il l'a dit, notre livre de chevet, c'est l'abrégé archivistique. Les archives sont conservées dans un bâtiment qui sera prochainement réaménagé, puisque nous avons trop d'archives, on va le dire, hein, on produit beaucoup de papier, et du coup, la case 3, elle est trop petite, et là, la municipalité est en train de voir pour que nous puissions avoir un autre site pour pouvoir archiver ces archives. Conserver, c'est aussi la numérisation des archives. Donc, nous faisons la restauration. Lorsque nous faisons une campagne de numérisation, les archivistes qui font ce travail-là, eh bien, ils regardent l'état du papier pour que nous puissions l'envoyer. Et là, lorsqu'on le reçoit, eh bien, on reçoit une feuille restaurée. Et ils ont des process et ils nous renvoient des documents vraiment, vraiment restaurés et on voit le travail de qualité que font ces professionnels. L'archiviste est d'abord un destructeur d'archives. Oui, parce que nous avons un volume d'archives au niveau de la case 3, 250 mètres linéaires d'archives. Il vous a expliqué comment on fait pour compter les mètres linéaires. Le volume d'archives intermédiaires, puisque les archives intermédiaires, ce sont les archives qui se trouvent dans les locaux et dans les services de la mairie de Saint-Laurent. Lorsqu'on a terminé, eh bien, on l'envoie au service des archives intermédiaires. En 2022, nous avons collecté 170 mètres linéaires d'archives en vrac. Et on a traité 70 mètres linéaires. En 2023, le volume d'archives à éliminer est de 48,183 mètres linéaires. Le métier évolue, c'est normal. Nous ne sommes pas que pour toucher le papier. On imagine toujours, et c'est vrai, et c'est pour cela que on trouve que les archives n'ont pas de valeur, et pourtant Dieu seul sait, ce n'est pas que des vieux papiers, des parchemins, mais il y a des des documents que on est là et on touche lorsqu'on trouve un document. Ma collègue me dit, Tania, j'ai trouvé quelque chose. Et ça c'est ce qui est valorisant. Et lorsqu'on fait aussi une demande de recherche d'un particulier, de quelqu'un qui me demande l'arbre généalogique ou n'importe quelle archive, et que je tombe sur quelque chose, puisque je suis en train de faire une recherche, par exemple pour vous, et madame m'a demandé aussi une recherche, et ça n'a rien à voir entre la demande de recherche
que vous m'avez demandé, je trouve la réponse dans la boîte que je devais chercher pour vous. Et c'est pour cela que des fois, les demandes de recherche sont très longues pour que nous puissions donner rapidement des réponses à nos demandeurs. Le service d'archives et collection est à la disposition de tout le monde. Nous sommes là pour vous et pour les historiens, les étudiants, la population, pour toute demande de recherche, que ça soit généalogique ou autre, hein, puisque il y a des gens qui font des études, surtout les étudiants, ils arrivent, ils me demandent, par exemple, une demande sur les graffitis du compte de la transportation, une autre demande sur la pépinière, sur les arbres qui se trouvaient dans le camp, etc. Nous sommes toujours dans la communication, et la communication, c'est, par exemple, les journées internationales des archives, les conférences du jeudi, hein, du patrimoine, et puis c'est valoriser les archives comme a pu le faire aujourd'hui pour vulgariser et valoriser, sensibiliser la population par rapport aux archives de la CCOG. Eh bien, c'est ça la communication. Et communiquer, bien sûr, c'est travailler avec le service médiation et la référente de l'éducation nationale. Je veux parler de Anne-Laure de Brosse. Voilà, en faisant des livrets pédagogiques, puisque un service d'archives peut faire des livrets pédagogiques, ce que nous avons fait avec l'exposition du carnaval pour rendre un hommage à Monsieur Charles. Raconte-moi Saint-Laurent-du-Maroni pour les jeunes scolaires, en leur montrant comment faire, comment que c'était le camp et également les expositions qui se trouvent par exemple dans la cuisine, les panneaux d'exposition, tout ce qui se trouve, tous les éléments de documentation que vous voyez dans un endroit bien précis, il y a un archiviste qui est derrière. Vous avez besoin d'une information, vous voulez faire une exposition, et bien voilà. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous revoir bientôt en case 3 si vous voulez. Nous sommes à votre disposition, nous sommes là pour vous. Avez-vous des questions sur ce qui vient d'être dit par Tania ou par moi-même? Les archives sont numérisées et elles restent ici sur des disques durs ici par ailleurs. Non. Alors, sur la numérisation des archives ou les archives numériques, il y a deux points. Les archives numériques, ce sont les documents qui sont nativement produits sous forme numérique. Un document Word, par exemple, ou un fichier Excel. Et puis, il y a ce qu'on appelle la numérisation. Alors, Tania a une expérience de numérisation dans son service, mais l'ensemble des documents n'est pas numérisé. Il n'y a pas d'intérêt, si je reviens à mes photos, il n'y a pas d'intérêt à numériser des archives qui sont des archives comptables. C'est celle-là. Les archives comptables, les bons de commande, les factures que l'on va détruire, les numériser, c'est un coût et c'est un coût qu'il ne faut pas prendre. Alors, l'état civil aujourd'hui peut être enregistré sous format numérique par les communes, sous forme d'expérimentation, je crois encore, et les documents antérieurs peuvent être numérisés. Alors très souvent, en fait, ce qui est numérisé, ce sont les microfilms sur l'état civil. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu des opérations de microfilmage, souvent par les Mormons dans 95% des cas dans les départements français. Oui. Eh ben oui, parce que les Mormons ont un intérêt théologique à cette affaire. Et ensuite,
ce sont ces documents qui ont été, qui ont été numérisés. Ça donne pas toujours de beaux résultats en termes de numérisation, mais ça mérite de réduire les coûts. Quand même, je voulais vous dire que si vous faites une recherche par rapport, vous parlez de l'état civil et de la numérisation de l'état civil, nous avons les archives nationales de l'outre-mer qui détient presque toutes les archives de l'outre-mer, de Guyane, de la Réunion, de partout. Donc, il se situe à Aix-en-Provence et donc on a cette possibilité-là. Effectivement, nous avons commencé à faire des campagnes de numérisation, mais comme vient de le dire Luc André, il y a un coût et on ne pourra pas systématiquement numériser toutes nos archives, malheureusement. Avec l'arrivée du numérique, est-ce que vous avez constaté une multiplication de documents ou un amoindrissement du nombre de documents? La réponse se pose pas en ces termes-là. Il y a encore aujourd'hui une double production papier et documents électroniques. Parfois, des doublons pour les mêmes données. Donc, un document Word, par exemple, qui est édité et qu'on conserve dans une boîte, on conserve à la fois la version électronique. La réduction du papier, c'est pas encore totalement pour aujourd'hui. Peut-être pour demain, nous l'espérons. Mais la conservation du document électronique pose d'autres problèmes, et notamment en termes de fiabilité et de valeur prouvante du document. Puisqu'en fait, on conserve les archives. Pourquoi on conserve les archives? On conserve d'abord les archives parce que le document a une valeur prouvante. Parce qu'il est la preuve de quelque chose. Une facture acquittée, elle est la preuve d'un paiement. C'est ça l'utilité des archives. Le document d'archives qui devient document historique, c'est pas le but d'origine. J'évoquais tout à l'heure les statuts du syndicat intercommunal à vocation unique. Le document lui-même des statuts, c'est la preuve que chacune des 3 communes prend l'engagement d'être dans un syndicat intercommunal. C'est pas faire un joli document pour l'histoire. C'est un joli document pour l'histoire après. Mais je te rejoins. Ce que je veux dire, c'est que on fait beaucoup plus d'archives électroniques que d'archives papier. Et malgré tout, on a le papier qui sort. Donc, version 1 de la note de service que vous allez faire, version 1, elle est pas bonne, version 2, version 3, version 4, version 5, version 6, et c'est dans l'ordinateur, ce sont des archives. Et donc, il faudrait justement, par rapport à cela, faire le tri, le même tri des archives papier, faire le tri aussi des archives électroniques. D'autres questions? C'est bien. Voilà. Bon. Monsieur Durand, auriez-vous une question? Mon collègue? Bah, vas-y. Oh, mais non, j'ai pas de question. Allez, nos archives. Là, je parle de la maison CCOG. Concrètement, l'expérience que tu as, faut que je parle au micro. Oui, par rapport à votre expérience d'une jeune structure telle la CCOG, quelle est la qualité? S'il fallait donner une note, j'ai ma collègue qui me regarde avec des gros yeux aussi, mais bon. Est-ce qu'on a, comment ça se passe? Est-ce que la recherche est difficile? Est-ce qu'il y a des pans, des années qui ont disparu? Au niveau qualitatif et quantitatif, qu'en est-il? Les archives de la communauté de communes de l'Ouest lyonnais au regard de ce qui peut se trouver dans d'autres endroits en France, je connais un peu d'autres milieux tropicaux, mais en France,
en particulier sont dans bon état. Hein. Alors bien sûr, lorsqu'on arrive et que l'on a des batraciens et autres bestiaux, on les met un peu en avant, mais en réalité, l'état global est bon. Il n'y a pas d'humidité majeure. La seule trace d'humidité n'est pas dans les locaux du siège. Donc on n'a pas de véritable difficulté de ce point de vue-là. Et non, il n'y a pas de manque criant. Alors forcément, le manque, on ne le repère pas tout de suite, puisque, enfin, sauf à s'attendre, si évidemment on les repère sur les registres des délibérations, par exemple. Mais là, il n'y a pas de manque. Non, les archives de la communauté de communes, parce que c'est une structure relativement récente et petite. Enfin, oui, 48 km², mais en même temps, un nombre d'agents relativement limité. Et donc, le suivi des choses, et puis la permanence d'un certain nombre de personnes. Et donc, cette permanence permet aussi le suivi des documents, notamment au secrétariat général. Je confirme parce que je fais partie du réseau des archivistes de France et on trouve dans d'autres communes de l'Hexagone des situations pires que nous. Donc, je dis par exemple par rapport à l'humidité, s'il y a des archives qui se trouvent, comment dirais-je, pris par une inondation, eh bien c'est toute la chaîne. Il faut faire tout de suite des préconisations par rapport à ces archives qui sont malheureusement abîmées à cause de l'humidité. Et on voit après l'état des archives avec les cafards, les souris. Donc c'est sûr qu'il y a autre chose que nos batraciens. Je vois que Monsieur Durand est là. Tout ça pour vous dire que nous travaillons avec les services de la CCOG, mais pas que. Nous travaillons également avec l'Office du tourisme, puisque l'année prochaine, on m'a demandé, je parlais de l'Office du tourisme, de travailler sur l'édit de Cavelle. Du coup, nous allons faire les 100 ans de ce bâtiment qui a échoué dans le Maroni. Eh bien, c'est une manière aussi de vous dire que on travaille avec n'importe quelle structure. L'année prochaine, nous allons recevoir un conférencier qui va parler des 50 ans du collège Tel-et-Boué. Eh bien, on va parler de cela et on va faire des recherches puisque nous avons le banc de publication de mariage de Eugénie Tel-et-Boué, de Félix Eboué, au sein des archives historiques de la ville de Saint-Laurent. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter à vous diriger vers la table qui se trouve derrière vous après avoir descendu les escaliers pour partager un verre. Je vous remercie quand même. Hein. Je te remercie, Luc André, et je vous remercie à vous autres personnes. Je sais que je vous connais et vous êtes toujours là pour les Jeudis du patrimoine. Et ça, c'est très important de suivre notre actualité et de venir écouter les conférences que nous donnons dans les terrasses du CIAP. Merci. Le prochain, ça sera l'année prochaine, au mois de février, sur le carnaval. Derrière, faut pas te tomber. Merci.